Alors dans cette vidéo, j'interviens sur un problème de température trop haute sur une chambre froide négative. Donc c'est une astreinte, j'interviens donc très tôt le matin. Je suis appelé à 1h du matin et donc j'ai dormi que 2-3 heures. Le site est 1h30 de route, donc j'arrive sur le site. C'est la première fois que je vais dans ce supermarché là, donc je le connais pas, je le découvre. Et au niveau du dépannage, je vais galérer parce que je suis fatigué et je vais être complètement à côté de mes pompes. C'est-à-dire que je vais partir sur une fausse piste et je vais perdre un temps, un truc de fou quoi. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc après 1h30 de route, j'arrive au niveau du supermarché, donc il y a un gars responsable qui m'ouvre le magasin, parce qu'il est sous alarme, tout ça, on peut pas rentrer dans un supermarché tout seul, c'est impossible. Et donc je lui demande ce qui se passe, donc il me dit qu'il y a un problème de chambre froide négative, donc alarme température trop haute, qu'il était venu, tout ça, il a regardé à l'intérieur, voir si la porte était bien fermée, parce que ça arrive des fois dans les supermarchés, la porte reste ouverte. C'est-à-dire que la personne qui part oublie de la fermer. À son niveau, tout est bon, il peut rien faire, donc il fait une demande d'intervention au niveau de la l'astreinte. Donc moi j'arrive le 29 janvier, donc moi j'arrive ici là. J'arrive vers 2h du matin, parce que ça c'est une capture d'écran que j'ai faite après mon intervention. Donc je vois que, là on le voit bien, là on voit que depuis minuit, ça monte progressivement. Donc là après moi j'ai coupé l'installation, c'est pour ça qu'il y a un gros pic là, parce que j'ai fait aussi un digivrage à l'eau sur les côtés de l'évaporateur parce qu'il y avait de la glace partout, sur les côtés. Donc là on voit que, quand on voit ça, on a l'impression que la machine est arrêtée quoi, ou qu'il y a un manque de charge, mais là c'est quelque chose de pas normal. D'ailleurs là on voit ici l'alarme température trop haute, donc ça c'est rouge. Donc le gris c'est le préalarme, le rouge ça veut dire qu'on est en alarme là. Donc on voit que l'alarme elle a été descendue à -11, -12 degrés, donc ça sur les vieux sites, parce que ça c'est un très vieux site, hein, on le voit là, c'est un action froid, on voit que c'est un écran à tube cathodique, donc c'est plus tout jeune. Souvent voilà, dans les vieux magasins, les alarmes température haute sont assez élevées. Donc là après moi ce que je fais, donc je vais regarder l'écran de supervision du 28 janvier. Donc là on est sur l'écran de supervision du 28 janvier et on voit que là il y a ma souris là. Là on voit déjà que là le magasin est fermé, là, parce qu'un magasin ça ferme, un supermarché ça ferme en principe maximum à 20h. Donc là on voit que ça c'est un digivrage. On voit qu'il y a 3 pics ici, là, ces 3 pics là, c'est 3 pics de digivrage. Et donc on voit que sur cette chambre froide, donc chambre froide congèle boulangerie, donc chambre froide négative boulangerie, il y a 3 digivrages par 24 heures, donc c'est toutes les 8 heures il y a un digivrage. Donc là on voit qu'il y a un pic de digivrage là, et on voit que là il se passe un truc là. Là il se passe un truc, là on voit que ça remonte là, comme si c'était arrêté. Ça remonte comme ça là, et on voit que ça descend d'un coup, et ça remonte. Comme s'il y avait un bouchon, quelque chose qui bloquait le passage du fluide dans le détendeur. En réalité ici on voit qu'il y a une coupure qui est nette, on voit que ça monte là, donc on voit qu'on est en alarme. Donc là le responsable du magasin, en tout cas celui-là qui est d'astreinte, a reçu cette alarme là de l'alarmiste là, et on voit qu'ici ça chute d'un coup là. Mais il me semble que, donc le gars du magasin, donc il avait été, et il m'avait dit qu'il y avait un disjoncteur qui avait sauté, donc il l'avait réarmé, donc il était reparti, et là ça correspondrait bien à ça, parce que là on voit que ça chute d'un coup là, comme si on avait réarmé un disjoncteur, et après là ça s'arrête, et là ça remonte progressivement. Parce que là on voit, donc là on voit bien sûr qu'il y a l'alarme, mais là on voit, donc là on le voit ici, on a un pic de digivrage, on est redescendu, et on voit que ça rame, parce que là on voit que là ça descend assez vite, et on voit qu'ici ça régule. Bon là après ici peut-être que les gens travaillent, parce que là quand je vois ça là, ça peut être soit le problème qui cause ça là, le problème qui fait que je sors d'astreinte, ou soit c'est les gars qui travaillent et que la porte est restée ouverte. Mais bon, en principe, la chambre froide de boulangerie, l'après-midi elle reste fermée, hein, les gens travaillent plus l'après-midi là, en tout cas avec cette chambre froide là, sauf s'il y a une livraison, mais là non, là ça doit rester comme ça là. Donc là on voit que ça a du mal, ça redescend là, et donc là on voit que le matin ça marchait très très bien, parce que là on voit que ça régule bien là, quand il y a les pics comme ça, là c'est l'enclenchement, l'électrovanne sourd, ça descend, la consigne est atteinte, elle se ferme, l'électrovanne sourd, elle se ferme, donc là ça régule bien, et là après 4h du matin il y a un pic de digivrage. Donc il y a un digivrage sur la chambre froide négative. Donc après je vais regarder le 27 janvier l'écran de supervision. Donc on voit là que, bon c'est pareil, la nuit la chambre est fermée, on voit que ça régule pas trop mal. Là on voit que l'après-midi se passe plein de trucs là, alors soit les gens bossent, je pense que c'est ça, parce que là on voit qu'après ça régule bien là, mais on voit quand même là que ça a du mal à descendre là. Quoi, ça descend assez vite, mais on voit que ça a du mal, alors c'est peut-être dû au travail dans la journée.
Mais comme j'ai dit, en principe, mes champs froids de boulangerie, ça travaille pas l'après-midi, hein, c'est plutôt le matin. Donc là, après, je passe sur l'écran de supervision du 26. Donc là, c'est pareil, là, le matin, ça marche très très bien. Et après, bon, ça commence à bosser. J'ai l'impression que là, ça c'est des débuts de prise en glace, mais voilà, quoi, c'est un peu anarchique, là. Donc on voit que c'est pareil pour le 25 janvier. Le matin, ça marche bien. On voit les 3 pics de digivrage. Là, on a l'impression que il y a des gens qui ouvrent, qui travaillent à l'intérieur. Mais là, on voit que il y a quand même un souci là, parce que là, on voit que on est dessus l'alarme haute, quoi. Et on voit que ça a du mal là, parce que là, on voit là tout ce qui est gris, c'est des retards d'alarme. Et donc là, le 24, là, on voit que c'est nickel. Ça régule très très bien. Ici, on a un digivrage. Donc on voit un peu la vitesse où ça redescend. Donc on arrive très bien à la consigne, la régulation est bonne. Encore un autre pic de digivrage. Pareil, ça redescend, ça régule. Encore un autre pic de digivrage. Et voilà. Donc ça, quand je vois ça, ça veut dire que bah, c'est le week-end, quoi. Ça veut dire que là, personne travaille. Là. En tout cas, personne n'a ouvert la porte de la chambre froide négative. Donc lorsque je vois ça, ce qui est dommage sur ces supervisions là, c'est que j'ai pas le soufflage. Donc ça, c'est la reprise. Et donc lorsque je vois ça, il y a quelque chose qui empêche la puissance calorifique de passer. Donc est-ce que c'est une prise en glace? Est-ce que c'est le détendeur qui est bloqué? Est-ce que c'est le détendeur qui est mort? Ou est-ce que la machine est à l'arrêt, quoi? Bien sûr, je contrôle les autres postes négatifs, c'est-à-dire l'auto-chambre froid négative et les linéaires négatifs, et tout est correct, toutes les températures sont bonnes, donc je me dis que ce n'est probablement pas dû à un manque de charge. Bon, après c'est vrai que cette chambre froide négative est complètement à l'opposé de la centrale, c'est la chambre froide la plus éloignée, donc peut-être qu'au niveau du fluide on est un peu juste, donc ça c'est à contrôler. Donc après je vais aller voir ça sur place, et alors, je vais aller voir la chambre froide négative. Alors là, je suis dans une chambre froide négative. Je suis donc sorti d'astreinte là, donc on m'a appelé à 1h du matin. Donc le temps que j'arrive sur le site, tant que je m'habille et tout, le temps que j'arrive sur le site, donc c'est un site qui est à 1h30 de là où j'habite. Donc j'arrive donc sur le site à pratiquement 3h du matin là. Donc là, le problème de cette chambre froide là, c'est que chambre froide négative, la température est de -7. Donc le client a reçu une alarme de l'alarmiste, sachant que hier soir, le gars m'avait appelé vers 10h parce que la chambre froide avait disjoncté. Donc on voit qu'il y a 2 gros blocs de glace sur les 2 côtés des évaporateurs, mais à l'intérieur de l'évaporateur il n'y a pas de glace. Il n'y a pas de prise en glace à l'intérieur, il y a juste sur les côtés. Donc s'il n'y a pas de glace dans l'évaporateur, ce n'est pas une prise en glace qui est responsable de la température trop haute dans la chambre froide négative. Donc on voit que l'évaporateur ne passe pas à la puissance frigorifique, et surtout moi je vois que bon là j'ai tout coupé pour faire ça parce qu'il y a les résistances de digivrage dans le coin là. Les ventilos tournent, donc on est branché sur une centrale, donc le fluide il y en a parce que les autres chambres froides sont quoi, le surgelé, la chambre négative est à température. Donc là le seul truc qu'il peut y avoir, c'est comme tout est dans la glace, c'est soit lui il déconne, ou de la merde c'est peut-être foutu dans la buse, ou de l'humidité, je sais pas. Donc pour savoir si c'est ça, je vais tout dégivrer pour y voir plus clair des 2 côtés, parce qu'il y a eu un court-circuit hier, ça fait péter le disjoncteur là-bas, quoi, un court-circuit ou un différentiel, je sais pas trop le mec. Donc je vais digivrer ça des 2 côtés, et après à l'eau chaude, et après je vais remettre en marche et je vais voir si je descends ou pas en froid, sachant que là j'ai une prise shredder là, donc sur l'aspiration, donc je vais voir combien je suis en BP. Voilà, car du négatif à -7 ça craint, sachant qu'hier c'était à -12. Voilà, donc là on voit qu'il est complètement dégivré, là j'ai enlevé toute la glace, donc le détendeur est libre. Donc là je vais aller en mettre un petit coup de l'autre côté. Là je suis de l'autre côté de l'évaporateur, donc là on voit qu'elle est il y a des dérivations pour les résistances de digivrage. Donc là je vais virer tout ça parce que ça a pété, il y a eu un court-circuit, il y a eu une disjonction. Donc ça je vais le virer avant de remettre en marche pour voir ce qu'il y a derrière. Donc là j'ai fini d'enlever la glace de ce côté là, donc on voit qu'il y a quand même pas mal de résistance dans cet évaporateur là. Ah, il y en a pas mal. Donc là je vais remettre en froid. Quand je vais attendre 5 minutes que ça s'égoutte un petit peu, je vais remettre en froid là, en espérant que je vais pas avoir un défaut d'isolement.
Donc je constate que l'évaporateur n'est pas pris en glace, en tout cas à l'intérieur, les ventilateurs fonctionnent. Donc lorsque j'ouvre la trappe sur le côté, là où il y a le détendeur, je vois qu'il y a un très gros bloc de glace que je vais enlever, parce que comme je vois que sur la supervision, il y a du fluide, c'est-à-dire que je vois que les autres postes négatifs fonctionnent très bien, donc je me dis que le problème peut venir du détendeur, parce que ça arrive, détendeur à chaise ou détendeur bloqué. Donc avec mon pulvérisateur et de l'eau chaude, j'enlève la glace du côté donc du détendeur, et j'enlève aussi la glace du côté des résistances électriques, et c'est là où je vois que il n'y a pas d'électrovanne dans l'évaporateur. L'électrovanne se trouve au-dessus de la chambre froide négative, que je vais aller voir après. Donc là c'est l'armoire de la négative, donc là je l'ai remis en marche, donc là on voit que l'électrovanne est ouverte, donc là il y a givrage de l'évaporateur, figage des gouttes, mais après ça devrait se remettre en marche. Donc je vais aller voir à l'intérieur un peu, prendre la température en sortie des détendeurs, voir ce que ça dit. Donc là on entend le fluide passer dans le détendeur. Donc là on voit que ça colle, hein. C'est froid. Donc il a l'air de faire son boulot lui. Donc au niveau du R404, ma température à l'aspiration serait de moins 25. J'évaporerai à moins 25. Le problème, donc ça c'est la pression de la centrale. Donc, moins 25 c'est bon. Et lui il fait pas du moins 25 lui. Il fait de la neige. Donc là je vais aller voir au niveau d'électrovanne si j'ai la panne de la prédétente. J'ai l'impression que c'est l'électrovanne qui me fait chier. Si au niveau de l'électrovanne j'ai pas la panne de la prédétente, alors c'est le détendeur qu'il faut changer. Mais en haut il n'y a pas de vanne, donc je vais devoir ramener tout le fluide à la centrale. Bon allez, je vais aller voir là-haut ce que ça dit. Voilà, c'est de la neige. Donc là, une petite remarque. Tu remarqueras que là où il y a la flèche, je me suis raccordé sur la prise shader, mais tu remarqueras qu'il n'y a pas de raccord rapide ou de petite vanne à volant que j'utilise, que tu as pu voir dans les précédentes vidéos. Donc ça, c'est pas bon, hein, parce qu'en principe, tu dois vider tes flexibles, tu dois les tirer au vide. Donc là, bien sûr, avec ça, je ne peux pas tirer au vide mes flexibles parce que je suis raccordé en direct sur le shredder. Et tu remarqueras que au niveau donc de la flèche, là, je n'ai pas de vanne quart de tour à l'extrémité du flexible. La vanne quart de tour est tout en bas, et entre la vanne quart de tour qu'il y a en bas et là où je suis raccordé, et j'ai un petit flexible souple là, mais je n'ai pas de vanne quart de tour, donc pour pouvoir isoler l'extrémité, pour pouvoir tirer au vide cette partie là du flexible. Donc là quand j'interviens sur ce site là, en réalité je suis dans une entreprise depuis pas très longtemps, et puis bon je récupère un camion, il manque la moitié de l'outillage, et tu verras que quand tu bosseras dans certaines entreprises pour avoir du matériel, même du matériel basique, c'est ultra compliqué. Donc là ce que tu vois là, il faut pas le faire parce que là bon je me suis branché comme un gros porc là. Et bon j'avais pas le choix parce que j'avais pas le matos. Alors attention, lorsque je te dis que j'avais pas le choix, au début bon j'ai toléré ce genre de choses, mais après au bout d'un moment ça m'a saoulé, et donc là où j'étais en CD, j'ai démissionné, hein, parce que je te rappelle que les dégazages à l'atmosphère volontaires sont interdits, et donc lorsque tu as pas les bons raccords pour te raccorder sur les prises, et bien le frigoriste de base, qu'est-ce qu'il fait? Et bien il purge son mano en dégazant, voilà, au lieu de le tirer au vide. Et souvent c'est parce qu'il n'y a pas de matos, ou voilà. Donc ce que tu vois sur la photo là, la mer dont je me suis raccordé, il ne faut pas le faire parce que il est impossible de tirer au vide ces manos, et donc ça force à dégazer. Bon, on voit qu'il y a de la neige là, ça veut dire que la température d'évaporation n'est pas très basse. Donc là on évapore, donc ici là en sortie d'étendeur j'ai mesuré moins 10 degrés, la température d'évaporation, donc là l'aspiration on est à moins 28, donc sortie d'étendeur moins 10 il y a un souci, et je vois qu'ici la température entrée d'étendeur, donc la ligne liquide est à 15 degrés, donc je trouve ça assez bas. Je pense qu'au niveau de l'électrovanne, là-haut une électrovanne de merde, là, je dois avoir elle doit être bouchée, elle doit y avoir une merde à l'intérieur parce qu'elle est toute petite. Ça on va le voir après. Donc là je vais aller à la centrale voir à quelle température est le départ liquide. Ça m'étonnerait qu'on soit à 15 degrés, on va voir. Donc là un petit point sur ce que je viens de dire là. Donc là on voit que j'ai pris la température en sortie d'étendeur qui est de moins 10 degrés. Je dis que la température d'évaporation est de moins 28 degrés. Donc déjà il y a un problème, hein. Donc la température d'évaporation est correcte, hein, moins 28 degrés pour du négatif. Par contre, une température sortie d'étendeur de moins 10, c'est une température qui est trop élevée, hein, elle n'est pas assez basse. Il faudrait être largement en dessous des moins 20. Pour faire du moins 20 dans une chambre froide négative, il faut être aux alentours de
moins 25, voilà quoi. Donc là il y a un très gros souci. Je pars du principe qu'on est raccordé sur une centrale froid négative, et donc je pars aussi du principe que le détendeur, donc c'est un détendeur classique, hein, ce n'est pas un détendeur MOP moins 20. Et donc je me dis que peut-être il y a une prédétente au niveau de la ligne liquide, c'est-à-dire que là lorsque je vois ça, je me dis que le détendeur est mal alimenté. Et comme il est mal alimenté, il ne passe pas la puissance frigorifique. Donc je vais aller voir au niveau de la centrale, quelle est la température de la ligne liquide. Donc en sortie bouteille, c'est-à-dire le départ liquide du négatif. Donc là je suis sur le départ liquide de la centrale, donc aussi bien sur la négative, donc on peut la voir, c'est celle-là là. Okay. Et là je pars à 27 degrés, donc j'ai une putain de prédétente, et ça peut venir que de l'électrovanne. Enfin, quelle galère quoi. Et là il est 5h30 du matin. Je suis arrivé sur le site à 2h40, donc j'ai attaqué par la prise en glace. Et voilà quoi. Et je suis parti de chez moi à 1h du matin. Donc là 30 degrés. Donc je vais remonter en haut de la chambre froide pour voir l'électrovanne. Donc là je viens de prendre la température de la ligne liquide, donc le départ ligne liquide de la centrale négative, donc c'est après la bouteille, donc sur cette centrale là, sur cette salle des machines là, il n'y a pas de sous-refroidisseur de la ligne liquide, donc je mesure une température de 28-30 degrés Celsius, alors que au niveau de la chambre froide négative, en entrée détendeur, je mesurais une température de 15 degrés, donc il y a un delta T de 15 Kelvin. Alors que là, le résultat attendu, ça serait pas 15 degrés, mais 28 degrés, quoi, 27 degrés ou pire, mais pas 15 degrés, quoi. Donc là, je pars sur la panne de la prédétente. Et là, je pars sur une fausse piste, parce que si tu as bien observé la vidéo, eh bien, tu vois qu'à un moment donné, je passe à côté de quelque chose que j'aurais dû voir. Si ça avait été en journée, je l'aurais vu, mais bon, là, comme j'ai dit, j'ai dormi 2-3 heures, je suis défoncé par la fatigue, et donc là, je passe complètement à côté du dépannage. Là, je suis à côté de mes pompes. Parce qu'avec un delta T comme ça, j'aurais dû percuter de suite. Ce que je n'ai pas fait. Donc tant que j'y suis, hein, voilà à quoi peut ressembler une... Donc là, ça c'est la centrale négative. Là-bas, c'est la centrale positive. Donc ça, c'est une salle des machines qu'on peut voir dans les supermarchés classiques. Donc là, il y a des variateurs de vitesse. Donc là, c'est la bouteille négative. Et là c'est la bouteille positive, la positive est toujours plus grosse que le négatif en principe, à cause des linéaires, mais voilà. Et il y a plus de... Donc voilà comment ça se présente. Là j'ai une chambre froide positive à droite et une chambre froide négative à gauche. Donc ça je regarde ça par rapport à la position de l'évaporateur. Donc là je vais avoir un premier évaporateur sur le positif, et donc de l'autre côté j'aurai le négatif. Donc là on a une trappe là, que j'ai ouverte en rentrant dans le faux plafond. Là on va vite voir que... c'est chaud là. Donc là en plus il y a l'ancien faux plafond du magasin là. Donc là, ici, là, on voit les tuyaux, donc là, ça serait la positive. Et la négative est tout au fond. Donc là, je vais devoir ramper. Et là, le souci, là, c'est si l'électrovanne est au fond, au niveau de mes fixes de chalumeau. Moi, j'ai un petit chalumeau. Voilà, quoi. Là, le chalumeau, pour l'amener là-haut, tout seul, laisse tomber, quoi. Donc, je vais aller voir là-bas l'électrovanne. Donc, voici l'électrovanne. Donc, on voit qu'il y a une restriction. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, j'aurais dû prendre mon pied à colis pour mesurer le truc là. Donc il n'y a pas de température entrée électrovanne, on est à 18,1, température sortie on est 18,3. Donc je pense qu'il doit y avoir un sous-refroidisseur que j'ai pas vu la salle des machines. En plus on est sur le négatif, en principe il y en a un. Donc il n'y a pas de prédétente, donc voilà. Donc ça passe, mais je me demande si ça quand même, ça limite pas le débit là. On la voit bien la restriction là. Alors sur cette photo on peut voir l'électrovanne, donc on voit que là où il y a la flèche, le diamètre est beaucoup plus petit que le tuyau, donc ça me provoque un petit blocage là, parce que je comprends pas pourquoi le diamètre est aussi petit par rapport à la tuyauterie, donc je me pose la question si l'électrovanne est adaptée. En tout cas au niveau des températures, on constate que la température entrée électrovanne et la température sortie électrovanne est la même, on est à 18 degrés, donc il n'y a pas de prédétente au niveau de l'électrovanne. De plus on constate que au-dessus de la chambre froide, il n'y a pas de vanne d'isolement, ce qui n'est pas normal, hein, car sur du froid centralisé il y a toujours des vannes d'isolement pour justement pouvoir remplacer l'évaporateur sans avoir besoin de ramener tout le fluide à la centrale. Dans le magasin il y a des travaux de rénovation, c'est-à-dire des travaux de remise en conformité donc au niveau de la toiture, donc il y a des gens qui travaillent de nuit pour solidifier la toiture, donc c'est une question de normes au niveau de la neige.
je m'en souviens plus trop. Et je me dis que peut-être pendant les travaux, il y a un gars qui a écrasé un tuyau de la ligne liquide. Donc je cherche ma tuyauterie écrasée là qui provoque une prédétente que je ne trouve pas. Et donc à un moment donné, le personnel commence à arriver dans le magasin, dont la directrice, et je commence à discuter avec elle. La directrice arrive et elle me dit, donc moi je lui parle de mon diagnostic là, et elle me dit que l'évapo n'est pas sur la centrale négative mais sur un groupe autonome. Et le groupe autonome, il est juste derrière, quoi, juste derrière le mur. Il est en caché, quoi, dans un local, quoi. Mais le truc, il faut savoir. Donc là, je me suis bien fait niquer, mais grave, quoi. Vous voyez, là, au lieu de le marquer dessus, là, groupe de condensation indépendant, là, bah, le mec arrive d'astreinte, il se fait niquer, parce qu'en principe, dans les négatives, les chambres froides négatives, elles sont toutes reliées, ouais, les chambres froides, c'est clair, elles sont reliées sur ces putains de centrales négatives. Et après, souvent, ce qui est de petits groupes de condensation séparés, c'est souvent des petites chambres froides positives ou des conneries comme ça, quoi. Mais souvent le groupe au-dessus de la chambre froide, bon, c'est assez visible. Là voilà l'explication de l'écart de température de la ligne liquide de 12 Kelvin. Voilà, c'est parce que c'était pas la bonne ligne liquide. Putain. Voilà comment on perd du temps. Donc voilà, j'étais pas sur la bonne ligne liquide, donc c'est sûr que y avait une différence de température entre la ligne liquide de la centrale et la ligne liquide du groupe de condensation, donc qui est autonome. Donc ce groupe de condensation là, je ne l'avais pas vu parce que il est dans un petit local fermé à clé. Voilà, donc il est invisible. De l'extérieur on le voit pas, il faut vraiment savoir donc où il est. D'ailleurs j'ai demandé donc à la directrice de me le montrer parce que je l'avais pas vu. Mais à un moment donné dans la vidéo, donc on voit que je passe devant le coffre électrique de la chambre froide négative. Et lorsque l'on voit tous les matériels qu'il y a dedans, on peut se poser des questions. On voit clairement que c'est une chambre froide qui est autonome parce que donc on voit le régulateur, mais on voit surtout un disjoncteur tripolaire de 10 ampères, donc pour du triphasé. On voit qu'il y a 2 GV2 et donc on voit aussi qu'en dessous il y a des contacteurs moteurs. Donc ça fait beaucoup de matériel. Donc à la limite, on aurait pu voir le régulateur et un disjoncteur pour la résistance d'igirage avec un contacteur moteur. Donc le coffret était vraiment assez fourni en matériel électrique. Et là j'aurais dû voir de suite qu'il y avait un disjoncteur qui servait pour le groupe de condensation. De plus, dans les vieux magasins, à l'époque où ils ont été construits, il n'y avait pas de chambre froide boulangerie, que ce soit pour le positif et le négatif, ni de chambre de pouce. Donc ça, ce sont des services qui ont été rajoutés après. Et souvent, dans les supermarchés, lorsqu'ils rajoutent des chambres froides positives et négatives pour ce genre d'application, elles sont souvent autonomes. Parce que la centrale, lorsqu'elle a été installée, n'avait pas été dimensionnée pour avoir ce type de matériel dessus. Donc ça aussi, ça aurait dû mettre sur la voie parce que le magasin est très vieux. Et en plus, il n'y avait pas de vanne d'isolement sur l'évaporateur, donc ça vraiment encore un indice de plus. Et aussi le dernier indice, comme on l'avait pu voir sur la supervision action froid, on est donc sur de l'action froid, et donc action froid utilise ce type de régulateur là, des AFR, donc ici c'est des AFR 9, et là on avait pu voir que dans l'armoire il y avait un régulateur Danfoss. Donc comme tu vois ça, déjà tu peux te dire que si c'est le Danfoss qui contrôle la régulation de la machine, eh bien ça veut dire qu'il y a quelque part un action froid qui mesure les températures de la chambre froide négative. C'est-à-dire que sur la supervision, eh bien je pouvais donc accéder aux températures, mais par contre il n'était pas possible de modifier les consignes ni les temps entre les digivrages. Voilà, parce que tu peux pas mettre du Danfoss avec de l'action de froid. Soit la supervision est Danfoss, tu mets du Danfoss, soit la supervision c'est du Carrel et tu mets du Carrel, ou soit la supervision c'est de l'action de froid et donc tu mets de l'action froid comme les AFR que l'on peut voir ici. Donc il y avait 4 indices qui auraient dû mettre sur la voie. Et bon, comme j'ai déjà dit, j'atteins un d'astreinte, j'ai dormi que 2-3 heures, je suis exposé et donc je suis à côté de mes pompes. Donc voici le groupe de condensation. Et là, sur la ligne des départ liquide, j'ai bien 18 degrés. Voilà. Donc la ligne liquide est bonne, il n'y a pas de prédétente. Là, je vais brancher les manos pour voir la valeur de HP et BP. Donc là, on peut voir une HP de 17 degrés, ce qui est hyper bas. Et ça fait un surrefroidissement de 0 Kelvin. Donc en principe, quand il n'y a pas de surrefroidissement, la ligne liquide, sa bulle, elle est vide. Et puis la BP est extrêmement faible, quoi. Et là, la BP, elle est normale, moins 28. Donc le ventocondenseur tourne comme une brute. Il n'y a pas de régulation, donc là, je vais voir si je peux couper le ventocondenseur. Voir si la HP ne monte pas.
grosse merde. Ils auraient dû mettre un truc un petit peu mieux parce que là quand vous voulez brancher votre flexible là, tout le flexible là il est rempli de liquide parce qu'on est sur la ligne liquide mais pas sur la vapeur, donc vous êtes obligé de dégazer là tout ça là. Installation de merde. Donc là, premier point, pour prendre l'HP, il faut que je me branche sur la machine. Donc là, on voit là sur la vanne de service en sortie bouteille, qu'est-ce qu'ils ont fait les gaziers? Ils ont mis un T. Donc technique de feignasse. Ils ont mis un T, ils ont mis un flexible qui est très long qui va au Presosta HP sécurité. Donc ça c'est complètement fou parce que on voit que sur ce T il n'y a pas de shredder. Donc moi j'ai ma vanne d'isolement, on la voit très bien. Donc pour se brancher, les procédures elles sont connues, c'est facile. Sauf que je mets la vanne de service en cale arrière pour isoler donc la prise que l'on voit là, donc log à la flèche. Donc ça veut dire que comme la prise isolée, le fluide qui est à l'intérieur, il reste. Hein. Donc ce qui fait que si je veux me brancher, il n'y a pas 36 solutions. Quand je vais ouvrir le bouchon, ça va dégazer. Parce qu'en principe, là, sur ce type de vanne de service, donc c'est une vanne d'isolement, c'est une vanne Rotalock, il doit y avoir un bouchon. Voilà, alors que s'ils avaient été un petit peu plus, on va dire, professionnel, eh bien ils l'auraient mis à un autre endroit, hein. C'est pas compliqué, hein. Il suffit d'acheter un terre à braser, le mettre ailleurs sur la tuyauterie, sur la canalisation. En principe le Presosta HP sécurité se met du côté vapeur, donc au refoulement du compresseur. Et puis voilà quoi, en tout cas, de pas le mettre sur la vanne de service, parce que c'est sur la vanne de service, eh bien sur cette machine là en tout cas, sur laquelle on va se brancher. Il n'y a pas de shredder sur la machine, il n'y a rien du tout. Voilà, donc ça, bon c'est clair, c'est de la merde parce que ça force à dégazer. Pour pouvoir brancher son manomètre, pour pouvoir mesurer la HP. Donc on peut voir aussi qu'il y a un voyant liquide, donc je constate que le voyant est plein, donc la ligne liquide est pleine. Et avant de vouloir brancher mon mano sur l'HP, donc de fermer la vanne d'isolement pour te ramener la bouteille, j'avais lancé un digivrage forcé pour voir si l'électrovanne se fermait bien et pour voir donc si la machine coupait aux alentours de 0 bar, ce qui a été le cas, comme on peut le voir sur la photo. Ok, donc moi qui croyais que c'était le HP régulation, je suis con. Donc là il doit y avoir une tempo là. Ça c'est le HP sécurité et ça c'est le BP sécurité. C'est le BP pump down. Donc lorsqu'il marche, le ventilo tourne avec. Donc le compresseur clapé HP mort. Il faut savoir qu'il tire au vide, hein, on descend à 0 bar. Donc là on a la tempo. 5 minutes pour l'anticoncycle. On va voir si on redémarre. Et lorsqu'il va redémarrer, si j'ai toujours une HP de merde, je vais boucher le condenseur pour voir si ça monte en HP. Là je suis dans un truc un peu caché quoi. Un peu caché quoi, c'est vraiment faut savoir où c'est. Donc là voici mon condenseur. Là je vais le boucher. Comme ça. Non c'est celui du bas. On va le boucher un petit peu là. Donc on était à 25 degrés. Donc là il devrait monter en HP. Il est en HP supplémentaire. Et voilà. Donc j'ai bouché le condenseur, il devrait monter en HP. Il est à combien là? Il est à 10 bars, voilà. Là on est là maintenant on est clair. On va s'en péter. Donc là je vois que l'HP est faible. Pour un détendeur thermostatique, une HP faible c'est pas très bon, hein, parce que le détendeur thermostatique il faut une HP assez élevée quand même pour pouvoir bien alimenter l'évaporateur. Et comme je l'avais dit dans la vidéo, il y a un problème de puissance frigorifique. Il aurait fallu au moins une HP à 30-35 degrés mais pas en dessous de 30 degrés, parce que bon en plus comme je l'ai dit la chambre froide négative on arrivait à descendre à moins 10, moins 12 mais pas plus. Donc la température d'évaporation n'était pas trop mauvaise, hein, moins 28 degrés comme j'avais dit tout à l'heure. Par contre la température en sortie d'étendeur était assez élevée, moins 10 degrés, hein, ce qui est sur du négatif très mauvais. Hein. Donc pour confirmer, donc HP faible, ça veut dire, ça peut vouloir dire ce que l'on appelle la panne du compresseur trop petit, donc ça veut dire clapet HS. Donc lorsque l'on lit le manuel du dépanneur, lorsque les clapets sont HS, les symptômes c'est BP élevé, HP faible. Donc moi la BP elle n'est pas spécialement élevée, au contraire elle est normale.
normal, moins 28. Par contre, la HP est faible, donc pour valider ça, eh bien, je bouche le condenseur. Donc il faut savoir que lorsque l'on bouche un condenseur, la HP ne peut que monter. C'est inexorable, la montée est inéluctable. Bien sûr, s'il y a du fluide dans l'installation. Mais comme ma BP est normale, et que comme j'ai dit, j'avais du fluide à l'état liquide dans le voyant, parce que lorsqu'il y a un manque de charge sévère, la BP, elle est pas normale, elle aurait été extrêmement faible, j'aurais coupé au BP sécurité, en tout cas, je serais pas à moins 28, je serais peut-être en évaporation à moins 35, moins 38, voire moins 40. Donc là, c'est pas le cas, et en plus, quand je regarde l'écran de supervision, on voit que ça marchait bien dans la journée, et qu'un phénomène soudain se produit, parce que lorsqu'il y a un manque de charge, le manque de charge se fait progressivement, et au niveau des températures de la chambre froide, ça se voit très bien sur la supervision, parce qu'à chaque digivrage, on voit que ça rame de plus en plus, alors qu'on voit que le matin, ça marchait très bien. Donc c'est pour ça aussi que je focalise sur les clapets HP. Donc là, je bouche le condenseur, et on le voit, le carton, quand même, je le bouche bien, quoi. Et là, je vois que l'HP ne bouge pas. Donc dans la vidéo, on le voit pas trop, mais là, je reste comme ça plus de 5 minutes, quoi. La température extérieure n'est pas très fraîche, hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il fait pas moins 25 dehors. Donc voilà, donc je vois que ça reste bloqué, là, comme on le voit sur le mano, là où il y a la flèche, à 20 degrés en HP, sachant que le condenseur est bouché. Donc voilà, pour moi, le problème, c'est que un ou plusieurs clapets HP dans ce compresseur hermétique Manorob sont cassés. Et donc, il y en a peut-être au moins un qui fonctionne, hein, parce qu'on a quand même 10 bars. Mais bon, voilà, c'est pas assez, quoi. Il n'y a pas assez de clapets, ça monte pas assez en pression. Donc là, ce que j'ai dit à la cliente, le compresseur est HS. Il faut vider la chambre froide négative. Boulangerie. Donc, manque de bol pour elle, c'est que la chambre froide négative, l'autre chambre froide négative était pleine. Donc bon, elle a fait ce qu'elle a pu avec la marchandise, la chambre froide négative boulangerie. Et puis donc, un collègue sous-traitant, donc un artisan, est intervenu sur ce site-là, donc après devis, pour remplacer le groupe de condensation entièrement, vu l'âge de la machine. Donc après aussi, j'aurais pu récupérer la charge pour valider définitivement à 100% la chose, parce que là, c'est vrai qu'on regarde la vidéo, on peut avoir un doute, mais le souci qu'il y a, c'est que dans beaucoup de boîtes, la station de récupération, c'est considéré comme du matériel collectif. Donc c'est-à-dire que quand tu vas en intervention, tu n'as pas de station de récupération, et donc ni bouteille de transfert. Et donc là, comme je t'ai dit, j'étais à 1h30 du site, donc aller-retour 3 heures, donc techniquement c'est pas possible. Et en plus d'astreinte, bon voilà. Donc j'ai tranché, clapet HP HS, compresseur HS. Donc avant de faire la conclusion, on va aller faire un petit tour dans la salle des machines. Donc sur cette photo là, on peut voir la centrale négative, donc c'est une centrale avec des compresseurs semi-hermétiques, et on peut voir qu'il y a 3 compresseurs. Derrière il y a la centrale positive. On peut voir aussi que là où il y a la flèche, il y a un variateur de fréquence. Donc sur la centrale positive c'est la même chose, il y a un variateur de fréquence. Donc sur les 3 compresseurs de la centrale négative, il y a un compresseur qui est sur variateur de fréquence. Donc idem pour la centrale positive. Donc là on est dans une salle des machines d'un supermarché, un classique. Donc là une autre vue de la centrale négative, d'ailleurs on voit que sur les culasses il y a un ventilateur. Donc quand tu rentres dans une salle des machines, quand c'est la première fois que tu rentres dedans, et bien la différence entre une centrale positive et négative déjà, c'est que tous les compresseurs de la centrale négative ont un ventilateur de culasse. Après, très souvent dans un supermarché de base, il y a 4 compresseurs sur la centrale positive et il y a 3 compresseurs sur la centrale négative. Donc il y a toujours plus de compresseurs sur le positif que sur le négatif, et la bouteille liquide est toujours plus grosse sur le positif que sur le négatif. Donc dans un supermarché classique, avec du fluide au R404A. Donc là, à noter quelque chose qui est pénible en fois commercial. Là où il y a la flèche, là on voit qu'il y a des bouchons là, et on voit qu'il n'y a pas de prise pour se raccorder avec son flexible de mano. Donc ça c'est très chiant, parce que des fois on peut être amené à brancher son flexible sur un compresseur par exemple, lorsque l'on fait les vidanges d'huile des centrales. Et donc ça se fait compresseur par compresseur, et donc là, sans les adaptateurs, et bien là on peut pas le faire, parce que tu as que les bouchons. Tu n'as pas les prises pour pouvoir te raccorder. Sur cette photo on peut en voir un, donc t'enlèves le bouchon sur la vanne de service du compresseur de la centrale, donc la vanne de service est en cale arrière. Donc après tu visses ça, et donc on voit qu'en haut là où il y a la flèche, il y a un bouchon, t'enlèves le bouchon, et donc avec ça tu peux raccorder ton flexible de mano, et en plus à l'intérieur il y a un shader. Donc sur cette photo on peut voir une particularité de cette centrale négative, c'est qu'il n'y a pas de bouteille anti-coude liquide. Souvent sur les centrales négatives il y a une bouteille anti-coude liquide, ici il n'y en a pas. Donc sur cette photo on peut voir la centrale positive, 4 compresseurs, on voit que les compresseurs sont beaucoup plus gros que sur le négatif, et on voit aussi qu'il n'y a pas de ventilateur sur la culasse. On peut voir aussi le variateur de fréquence, donc un des compresseurs est sur le variateur de fréquence. À noter que les deux centrales fonctionnent au R404A, donc c'est très bien lorsque l'on est en maintenance. Au moins lorsque l'on part en astreinte, et bien on a juste à avoir ce fluide là dans le fourgon. Donc souvent lorsque l'on part en astreinte, on part avec 45 à 60 kg de fluide, parce que là si tu arrives après 1 heure de route sur une centrale qui a un manque de charge pour X raison, s'il faut retourner à la télé chercher du fluide,
un aller-retour c'est 3 heures de transport dans ce cas-là. Donc ça calme. Après, donc faut savoir que en 2015-2016, 95% des centrales dans les supermarchés donc fonctionnaient au R404A, que ce soit le froid positif ou négatif. Après, on pouvait voir de temps en temps des centrales au R134A, mais c'était souvent des centrales à vis dans les hypermarchés. Et bien sûr, quelques centrales négatives au CO2, parce que c'était des cascades. Donc maintenant, il y a les nouveaux fluides qui arrivent, plus les centrales transcritiques. Donc comme le R404A est voué à disparaître, en tout cas, ce qui était bien que ce fluide-là, c'était au niveau de l'astreinte, au niveau du fluide, et bien on pouvait faire le froid positif et le froid négatif. Et pour finir, là, on peut voir l'intérieur de l'armoire. Donc là, on voit qu'en haut, il y a l'automate action froid, et en bas, on a l'automate Denfos. Donc l'action froid est sur la centrale négative, et on voit qu'en bas, là, donc sur le positif, ils ont remplacé l'automate, mais ils ont mis du Denfos. Quoique, quand on regarde la photo, on voit que tous les afficheurs sont sur off, donc je suis pas sûr que ce soit fonctionnel. Donc là, je crois qu'ils sont en cours de remplacement des automates, c'est-à-dire remplacer les automates action froid par des automates Denfos. Et donc, changer aussi la supervision et passer sur une supervision Denfos, sur ce site-là. Donc pour conclure, donc cette astreinte m'avait un peu dégoûté dans le sens où j'étais complètement passé à côté du dépannage parce que j'ai perdu un temps monstrueux à chercher dans la mauvaise direction alors que j'avais quelque part le coffret électrique de la chambre froide négative qui était devant moi quoi, donc j'aurais dû percuter que l'évaporateur était sur un groupe de condensation et pas sur la centrale. On a pu voir aussi que la panne était pas si évidente que ça à trouver et que c'est important d'avoir du matériel adapté pour travailler. En tout cas en astreinte on voit très vite que avec la fatigue en dépannage on est beaucoup moins performant, et lorsqu'en plus se cumule donc la fatigue de l'astreinte, c'est-à-dire se lever extrêmement tôt, donc là être réveillé à 1h du matin, souvent lorsqu'on est en astreinte on se couche vers 23h parce qu'on reçoit des coups de fil avec les digivrages dans les chambres froides des autres sites qui provoquent des alarmes de température trop haute, donc il faut se connecter, donc souvent on se couche rarement avant 22h30 23h, donc enchaîner sur un dépannage, sortir à 1h du matin, là c'est violent. C'est le pire cas en astreinte, c'est lorsque t'as pratiquement pas dormi qu'il faut ressortir. Là c'est chaud parce que déjà il faut pas t'endormir au volant et après il faut faire le boulot, et là on voit que le boulot, quand on n'a pas tous ces moyens, c'est pas évident. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Google+, les liens sont sous la vidéo. Abonne-toi à la chaîne et à bientôt pour une prochaine vidéo.